Buon pomeriggio e benvenuti a chi ci segue, collegamento. Questo è il primo appuntamento del secondo ciclo di seminari che organizziamo all'Università di Sassari nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale per il 2022, che ha per titolo French Phenomenology Today, che è coordinato a livello nazionale dal professor Meazza, Carmelo Meazza, che ci segue in collegamento da Sassari, dalla sala nel quale avremmo potuto svolgere l'iniziativa. Io mi trovo a Parigi, sono a casa del professor Curtin, che oggi terrà la sua lezione. Mi limito a dire poche cose perché il professor Curtin non ha bisogno di presentazione, è professore di storia della filosofia alla Sorbonne, a Paris 4 Sorbonne, è stato anche professore all'École Normale Supérieure de Paris, dove ha fondato gli Archives Cercle di Parigi e ha lavorato veramente su tutto l'arco della storia della filosofia, dal Medioevo all'età moderna, contemporanea. Oltre a Suarez si è occupato del pensiero di Heidegger, Schelling, ma anche Levinas e altri, è uno specialista quindi di questi autori che ho citato. Ci sembrava come dire, imprescindibile la possibilità, il fatto che un suo intervento, ecco, nell'ambito di questo ciclo di seminari del PI, anche per il suo ruolo di testimone della fenomenologia francese contemporanea. Oggi parleremo di uno dei momenti, diciamo, che hanno segnato una fase di questa storia, che è le Tournures théologiques de la phrénologie française, parte da un libro di Dominique Janicot, questo era il titolo, ma seguirono poi diverse iniziative nelle quali il professor Putin fu anche protagonista. Quindi per noi è un onore e anche un piacere. Il professor Putin ci lega un rapporto più che decennale di scambi. E quindi lo ringrazio per aver accettato il nostro invito e io gli cedo subito la parola. Il professore terrà la relazione in francese, poi probabilmente renderemo disponibili i testi. Le domande naturalmente si potranno porre in italiano e potranno essere poste direttamente da chi vuole intervenire direttamente chiedendo di intervenire alla fine della relazione del professor Curti. Grazie ancora e cedo la parola. Merci, merci Giuseppe pour cette présentation. Je remercie aussi le professeur Meazza pour son invitation. Je suis tout à fait désolé de devoir intervenir seulement par ce médium technique là, de Zoom. En effet, quelques petits problèmes de santé qui sont pas graves mais qui sont assez douloureux. Problèmes de dos et de sciatique m'ont un peu empêché de prendre l'avion et de faire le voyage jusqu'à Saint-Saris, ce que je regrette, mais c'est ainsi malheureusement. Alors donc je vais aujourd'hui dans un premier temps me consacrer à l'examen critique qui m'a été un peu demandé, bon, de l'ouvrage de Dominique Janicot qui est intitulé Le tournant théologique de la philosophie française ou de la phénoménologie française. En même temps, je dois dire que je ne vais remplir que partiellement et imparfaitement le contrat que j'avais accepté, à savoir de présenter et de discuter cet opuscule, si l'on veut ce pamphlet, qui a été publié par Janicot. Je rappelle ces dates, il est malheureusement décédé prématurément, 1937-2002. Donc le pamphlet publié par Janicot en 1992 chez un petit éditeur assez courageux et éclectique qui comportait aussi, ça va, le son ça va, hein, qui comportait aussi cet éditeur une collection plus
spécialisé en philosophie analytique, à savoir les éditions de l'Éclat. L'opuscule de 1990 était intitulé Le tournant théologique de la philosophie française. L'opuscule a été complété en 1998 par un autre ouvrage, également bref, et intitulé cette fois La phénoménologie éclatée, prétendant, comme l'indique l'intitulé du premier chapitre, passer de la polémique au débat. Il n'y aurait pas grand sens de s'engager plusieurs décennies après dans une discussion polémique, d'autant que Dominique Janicot était pour moi non seulement un excellent collègue, mais aussi un ami très cher. Avant d'entrer plus avant dans son ouvrage, dans les deux opuscules, il me faut d'abord établir un état des lieux, disons, historique et philologique. Le premier opuscule, donc de 1990, comme le rappelle très clairement Janicot dans ce qui tient lieu d'introduction à la réédition, publiée à titre posthume chez Gallimard en 2019, donc, ce premier opuscule était un écrit de circonstance. Un écrit de circonstance, comme le appelle donc la réédition posthume de 2009, réédition qui est précédée du texte d'une conférence que Dominique Janicot avait donnée à Aix-en-Provence en 1997. L'opuscule de 92 était censé répondre à une commande de l'Institut international de philosophie. Cet institut, auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir pendant de longues années, de 2000 à 2022, j'en ai démissionné cette année-là pour marquer mon désaccord avec la politique de cooptation de cet institut, privilégiant indûment, à mon avis, la tradition analytique et la philosophie anglo-américaine. Mais je passe. Je rappelle aussi que l'Institut international de philosophie avait été fondé à Paris en 1937 à l'occasion d'un important congrès Descartes, le 300e anniversaire du discours de la méthode. Et que l'Institut a longtemps été dirigé par Raymond Klibanski, 1905-2005. Klibanski qui, exilé d'Allemagne, a enseigné à l'université McGill à Montréal, puis à l'université d'Oxford. L'Institut international de philosophie, en collaboration avec l'UNESCO, avait accoutumé de publier régulièrement quelque chose comme un bilan général de la philosophie, d'abord en Europe, puis, me semble-t-il, dans le monde entier. C'est dans ce cadre-là que Dominique Janicot, doué d'un incontestable talent pour brosser un tableau d'histoire des idées, ce dont témoigne aussi exemplairement l'ouvrage qu'il fera paraître ultérieurement en 2 volumes, en 2001, Heidegger en France, tome 1, Récit, tome 2, Entretien. Vous avez l'équivalent en Italie de ces ouvrages consacrés à la réception de Heidegger. Donc c'est dans ce cadre-là, la commande de l'Institut international de philosophie, que Janicot avait reçu pour tâche de présenter un rapport sur la philosophie française des années 1980. Quelque chose comme un bilan de 10 années. On est en 90, on lui demande de faire un bilan des 10 années qui précèdent, donc point de départ 1980. La contribution de Janicot à cet ouvrage collectif, donc l'ouvrage collectif qui lui paraîtra lui-même qu'en 1993, intitulé La philosophie en Europe, la contribution de Janicot au collectif avait pour premier intitulé Rendre à nouveau raison, point d'interrogation.
On peut s'arrêter un instant sur cet intitulé et sur son point d'interrogation. Dominique Janicot, dont les premiers travaux, la thèse de doctorat, portaient sur la philosophie de Hegel, Janicot s'était attaché à une confrontation de la raison hegelienne et, disons, de la pensée méditante ou mémoriale de Heidegger. Confrontation n'est pas d'ailleurs tout à fait le mot juste, et réconciliation ne le serait pas davantage. Le terme employé par Janicot dès 1976, donc bien avant ce qui nous intéresse, le terme employé par Janicot dans un article important publié dans la revue française Critique, le terme employé par Janicot pour penser ce rapport de la raison hegelienne et de la pensée méditante était contiguïté. Contiguïté. Et l'article était précisément intitulé L'apprentissage de la contiguïté. En 1985, Janicot avait également publié un ouvrage important, sans doute le plus important à ses propres yeux, qui était intitulé La puissance du rationnel. Ouvrage publié chez Gallimard. Il n'est pas question de résumer ici en quelques phrases cet ouvrage volumineux. Disons simplement qu'il s'agissait pour l'auteur, à travers une étude très documentée des différentes figures de la rationalité technoscientifique et de ses métamorphoses contemporaines, il s'agissait donc de dépasser l'opposition tranchée, formulée sans doute de manière un peu caricaturale, l'opposition tranchée entre les analyses heideggeriennes, selon lesquelles la science ne pense pas, entre les analyses de l'achèvement de la métaphysique en règne de domination de la technique, son essence, l'essence de la technique, sous la figure de ce que Heidegger nommait Gestell, le dispositif, le raisonnement, on l'a traduit parfois en français, d'une part, et donc d'autre part, les possibilités encore inexplorées aux yeux de Janicot d'une nouvelle rationalité élargie, si l'on veut, en tout cas non réductible aux technosciences et à la rationalité instrumentale. Voilà, si l'on veut, l'horizon de l'intitulé que proposait Janicot, rendre à nouveau raison pour l'interrogation. À entendre comme rendre à nouveau ses droits à la raison. Je ferme cette parenthèse destinée à préciser le contexte de l'histoire des idées brossée par Dominique Janicot, et si on veut, c'est son arrière-plan. La contribution initiale de Janicot, donc à l'ouvrage collectif, je le rappelle, occupait les pages 156-193. Donc c'était assez bref. Et cette contribution comportait un sous-partie, elle-même intitulée Une phénoménologie théologique, point d'interrogation. Second point d'interrogation. C'est cette section de sa contribution que Janicot a ensuite développée et publiée séparément, avant même la publication de l'ouvrage collectif de l'Institut international de philosophie, sous le titre, cette fois, thétique et non plus interrogatif, il n'y a pas de point d'interrogation, le tournant théologique de la phénoménologie française. Voilà pour le rappel historique. On voit tout de suite que le découpage imposé par la commande de circonstances à Janicot n'est pas proprement respecté dans son opuscule, puisque Janicot croyait pouvoir déceler dans la philosophie française, et plus précisément dans la phénoménologie, un tournant amorcé en 1961. 1961, c'est l'année de la mort prématurée de Merleau-Ponty, et c'est aussi, vous vous en souvenez, l'année de la parution de Totalité et Infini. En histoire des idées, un découpage est toujours un geste très important et même structurant. Celui adopté par l'auteur, par Janicot, prenons son point de départ presque 20 ans avant la date censée fournir le cadre de l'étude,
selon la commande de l'Institut, à savoir 1981, ce geste de Janicot, qui remonte 20 ans en arrière, me paraît particulièrement discutable et même hasardeux. Sans même parler de l'importance des publications posthumes de l'œuvre de Merleau-Ponty, à commencer par Le visible et l'invisible en 1964, il me paraît tout à fait illusoire, pour ne pas dire erroné, de marquer un tournant en 1961 avec la publication de la première grande œuvre marquante de Lévinas. En effet, si Janicot voulait absolument déceler un tournant quelconque initié par Lévinas, pourquoi ne pas retenir les ouvrages pionniers de 1947, de l'existence à l'existant ou le temps et l'autre, pour ne rien dire de l'opuscule encore antérieur de 1935, intitulé De l'évasion, et publié d'abord dans la revue très importante intitulée Les recherches philosophiques. Cette revue qui a été publiée à Paris de 1931 à 1937, qui était dirigée par Alexandre Coiré, un ancien élève de Husserl à Göttingen, par Henri-Charles Puech, un grand historien de l'histoire des religions, et en particulier du gnosticisme, et par un auteur suisse-allemand, Albert Speyer. On retrouvait dès cette revue, les recherches philosophiques, on retrouverait à foison du théologique, au sens absolument vague et indéterminé qui est celui de Janicot. On pourrait évoquer aussi, en historien des idées, que se veut Janicot, on pourrait évoquer aussi des institutions un peu en marge de l'université, mais qui jouèrent un rôle très important pour la circulation des idées dans les années de l'immédiate après-guerre en France et jusque dans les années 60, comme par exemple le collège philosophique qui avait été fondé et dirigé par Jean Val, 1888-1974, là même, ce collège philosophique où Lévinas avait donné plusieurs conférences et où l'on traitait aussi avec des auteurs comme Georges Bataille, Pierre Klosowski, Gabriel Marcel ou Maurice de Gandillac, entre beaucoup d'autres. On traitait des questions autour du mal, du sacré, de la faute et du péché. C'est également dans le cadre du collège philosophique que Lévinas prononcera à partir de 1947 et jusqu'en 1962 9 conférences tout à fait fondamentales, Parole et silence, je ne sais pas si elles ont été traduites en italien, aujourd'hui publiées dans le volume 2 des œuvres complètes, édité en 2001 chez Grasset. Je n'insiste pas, mais on voit bien comment tout cela est suffisant pour faire voler en éclats le cadre chronologique fixé de manière tout à fait arbitraire ou, j'oserais dire, partisane par Dominique Janicot. J'ajoute encore qu'en 1963, Derrida donnera une conférence au Collège philosophique, la conférence célèbre intitulée Cogito et histoire de la folie, où Derrida critiquait les pages de Foucault sur Descartes dans l'ouvrage de Foucault de 1961, intitulé encore à l'époque Folie et déraison, histoire de la folie à l'âge classique. Je passe. Le moins que l'on puisse dire, pour conclure sur ce point très historiographique, c'est que le découpage sur lequel Janicot, en historien des idées contemporaines, c'est comme ça qu'il s'intitule, n'est-ce pas? Le découpage donc sur lequel Janicot croit pouvoir faire fond ne tient évidemment pas. Est-ce que on pourrait aussi évoquer un arrière-plan théologique, mais il faut beaucoup de guillemets à ce terme de théologique tel qu'il est employé par Janicot. On pourrait encore évoquer donc un arrière-plan théologique dans les premières publications de Paul Ricoeur,
Philosophie de la volonté, tome 1, Le volontaire et l'involontaire, publié en 1949, et le tome 2, Finitude et culpabilité, publié en 1960. Enfin, pour revenir un instant à Lévinas, comment comprendre l'absence dans l'étude de Dominique Janicot de la contribution décisive de Jacques Derrida, Violence et métaphysique, qui date de 1964 et qui a été reprise en 1967 dans son volume intitulé L'écriture et la différence. Contribution qui fut pour beaucoup de lecteurs de ma génération un portique décisif permettant d'entrer progressivement dans une première intelligence de l'ouvrage Totalité et infinie, si déroutant dans le contexte de l'époque. Janicot aurait pu y apprendre précisément qu'avec le terme de métaphysique, Lévinas n'entend pas, comme il l'écrit imprudemment, comme l'écrit imprudemment Janicot, Lévinas n'entend pas renouer avec la grande tradition métaphysique. Si la métaphysique chez Lévinas s'entend bien comme philosophie première, c'est au sens de l'éthique. L'éthique comme philosophie première. Rien à voir avec Aristote et avec ce qu'Aristote nommait proté-philosophia. Tout se passe donc un peu comme si Dominique Janicot entendait de manière assez scolaire celle de la Schulphilosophie, la métaphysique, au sens de la bipartition métaphysique générale ou ontologie et métaphysique spéciale, cosmologie, psychologie, pneumatologie, théologie rationnelle. S'agissant encore de l'articulation ou de la désarticulation, phénoménologie, théologie, guillemets de rigueur toujours, je ne m'y arrête pas davantage, mais on pourrait se demander ce que Dominique Janicot pourrait bien faire des premiers développements réalistes, comme on dit, du mouvement phénoménologique et d'œuvres comme celle d'Edith Stein, qui conjugue Husserl, Thomas d'Aquin et l'inspiration de la mystique thérésienne, ou encore celle de Jean Hering, professeur à Strasbourg, élève de Husserl, qui publie dès 1925 un ouvrage important intitulé Phénoménologie et philosophie religieuse. Si donc il y a un tournant, il faudrait le faire remonter très très loin en arrière, jusque chez les premiers élèves et disciples de Husserl. Janicot prétend partir d'un fait, c'est son expression, ainsi formulée par lui dans l'introduction. Je cite Janicot, « Il me paraît impossible de nier qu'il y ait eu une mutation depuis 1960. Car Sartre et Merleau-Ponty, poursuit la citation, car Sartre et Merleau-Ponty, l'un dans son essai d'ontologie phénoménologique, qui est le sous-titre de L'être et le néant, le second dans la phénoménologie de la perception, Sartre et Merleau-Ponty employaient le mot transcendance, assurément, mais pour désigner la liberté humaine, humaine soulignée par Janicot. Toute métaphysique, au sens traditionnel, était soigneusement évitée. Sartre se proclamait athée. Fin de citation. Ces deux phrases mériteraient un commentaire interminable dans lequel je ne veux pas m'engager ici, maintenant. Je veux noter simplement qu'il est extrêmement piquant de voir mise en avant chez Sartre l'analyse de la liberté humaine, soulignée à nouveau, l'analyse de la liberté humaine au titre de transcendance de l'existant. Existant, c'est le vocabulaire de Lévinas. Sartre parlait de son côté de réalité humaine, la traduction qu'il avait imaginée pour désigner le Dasein heideggerien. Il est piquant donc de voir mise en relief l'analyse sartrienne de la liberté pour illustrer le fait que Sartre évite soigneusement toute métaphysique au sens traditionnel. En effet, rien de plus métaphysique, à un renversement près, un contre-torpilleur est encore et toujours un torpilleur, comme le disait plaisamment Jean Beaufret,
Rien de plus métaphysique, donc, que la réinterprétation sartrienne de la doctrine cartésienne de la liberté. En effet, dans l'article assurément brillant publié par Sartre en 1947, intitulé La liberté cartésienne, et dont l'argument est le suivant, je résume très drastiquement, Descartes aurait fait de la volonté humaine une image de la volonté divine afin de décrire d'autant plus aisément la liberté divine à l'image de celle qu'il éprouvait en lui-même comme projet. Dans cet article, donc, on pouvait lire, et je cite maintenant Sartre, il y a là un phénomène évident de sublimation et de transposition. On se croirait chez Feuerbach. Et un peu plus loin, toujours Sartre, Descartes a conçu la liberté divine comme toute semblable à sa propre liberté. C'est de sa propre liberté qu'il parle lorsqu'il décrit la liberté de Dieu. Dans l'être et le néant, ouvrage non moins métaphysique, au sens cartésien ou fichteien, on pouvait lire déjà, au prix d'un grossier contresens relatif à Heidegger et à l'analyse existentielle, je cite Sartre, la liberté n'a pas d'essence, elle n'est soumise à aucune nécessité logique, c'est d'elle qu'il faut dire ce que Heidegger dit du Dasein en général, en elle, l'existence précède l'essence. Je reviens à la phrase de Janicot citée précédemment. Sartre se proclamait athée. J'ajoute par parenthèse, et de manière anecdotique assurément, que ce n'était pas le cas de Merleau-Ponty, sur la pierre tombale duquel, au cimetière parisien du Père-Lachaise, figure très explicitement la croix du Christ. Une phénoménologie athée, point d'interrogation. Serait-ce là le fin mot du pamphlet de Janicot et son véritable programme? L'adjectif n'aurait ici sans doute pas davantage de sens que celui de phénoménologie chrétienne. Aussi absurde de parler de phénoménologie athée que de parler de phénoménologie chrétienne. Or, c'est bien pourtant ce que déclare Janicot dans son second essai, prétendument un débat et non plus un pamphlet, quand il intitule la seconde section de ce second opuscule une phénoménologie athée, point d'interrogation. Décidément, Janicot abusait des points d'interrogation. Ce point d'interrogation dont, décidément, disais-je, Janicot abuse dans les deux opuscules. Le début de cette seconde section est si révélateur que je crois devoir le citer même un peu longuement. Janicot, dans un texte intitulé « Pour une philosophie non théologique », Michael Dufresne qui s'était occupé de Husserl, mais aussi de problèmes liés à l'esthétique et à la poétique. Donc, dans un texte intitulé « Pour une philosophie non théologique », publié en 1973, Michael Dufresne a noté la profonde ambiguïté de la pensée heideggerienne à l'égard de l'héritage théologique. C'est Janicot, hein. D'un côté, Heidegger qui cite Dufresne, d'un côté, Heidegger est l'initiateur des philosophies de l'absence. Qu'est-ce que ça veut dire? Philosophie de l'absence, c'est une formule un peu étrange, peut-être tenue pour un renversement de ce qui serait la destruction de la métaphysique de la présence. Métaphysique de la présence est une formule qu'on lisait sous la plume de Derrida. Je reprends la citation de Dufresne. Et Heidegger détache l'apparaître de tout principe transcendant ou ontique d'un côté, mais de l'autre, et bien qu'il s'en défende, son discours a des accents crypto-théologiques. L'être qui se dérobe sous ses propres noms comme le Dieu indicible de la théologie négative sauvegarde sa vérité en une expérience recueillie et presque religieuse. Fin de citation. Et Janicot d'ajouter, or cette rémanence de l'ontothéologie, dénoncée par Derrida,
Dufresne la discerne à son tour chez ce dernier, Derrida, et jusque chez Blanchot. Il n'y a plus rien à ajouter, car tout est dit. Il s'agit bien ici, selon la bonne vieille et redoutable méthode du soupçon, de débusquer, de démasquer les accents cryptothéologiques, non seulement chez Lévinas, Marion, Michel-Henry ou Jean-Louis Chrétien, mais même, pourquoi pas, chez Derrida ou chez Blanchot. Air connu qui sera entonné avec non moins de paresseuse facilité, comment ne pas lire, chez Jean-François Lyotard ou Gilles Deleuze. Pourquoi alors demandera-t-on maintenir ce point d'interrogation précautionneux après la formule « une phénoménologie athée » Janicot croit sans doute que la précaution suivante est suffisante. Je cite à nouveau Janicot. On peut très bien défendre une conception non théologique de la phénoménologie sans pour autant assumer un athéisme radical. La formule conception non théologique de la phénoménologie n'a, à mes yeux, aucun sens, pas plus que celle d'une conception théologique de la phénoménologie. Peu importe ici la question du théisme ou de l'athéisme, la seule véritable difficulté est, me semble-t-il, de savoir ce que Dominique Janicot entend par théologie ou théologique, quand il évoque ce tournant théologique de la phénoménologie française, ou à l'inverse, quand il programme la possibilité d'un concept non théologique de cette philosophie. L'auteur a certainement pressenti lui-même la difficulté quand, dans l'introduction à la réunion des deux opuscules en un petit volume, il précisait prudemment « Bien entendu, je n'ai pas voulu dire que ce tournant était strictement, souligné, théologique. » Trois petits points. Religieux, pour l'interrogation, plutôt d'inspiration, hein, inspiration soulignée, plutôt d'inspiration religieuse. Trois petits points. Métaphysique, point d'interrogation, certes. Et un peu plus loin, comme une ultime concession, Janicot ajoutait, l'idéal eût été de mettre théologique entre guillemets. Fin de citation. On voit bien que toutes ces précautions n'arrangent rien, mais aggravent plutôt les difficultés des prétendues analyses. Tout d'abord et abruptement, parce que l'adjectif théologique ne signifie strictement rien pour Lévinas et pour la pensée juive en général. La théologie, comme on le sait, s'élabore historiquement dans un contexte très déterminé, en rapport et en disjonction avec la Sacra Doctrina, notamment dans le commentaire de Thomas d'Aquin au De Trinitate de Boès. Ensuite, parce que dans une discussion ultérieure avec Janicot, Michel-Henry précisait, et ce n'était pas là un trait d'humour ni un tour de passe-passe, Henry précisait, je ne connais rien à la théologie. C'est la vérité même. Je me souviens à cet égard de longues discussions accompagnées de Jean-Luc Marion avec Michel-Henry à ce sujet, à Rome, après certains colloques Castelli avec Michel-Henry. Michel-Henry pratiquait, disons, et ça n'a rien de critique ou de péjoratif de ma part, une lecture sauvage des évangiles, à commencer par celui de Jean, sans jamais faire appel à un véritable corpus de théologie comme science ou discipline constituée. Avec ou sans guillemets, force est donc de conclure que quand Janicot parle de théologie ou de théologie, il s'agit à tout le moins chez lui d'un signifiant flottant, tout comme celui de métaphysique, platement écrasé sur sa division scolaire, Metaphysica Specialis, Metaphysica Generalis. C'est là encore un point litigieux non examiné, ce qui est d'autant plus frappant que Lévinas, de son côté, n'a pas manqué, comme je le signalais un peu plus haut, de circonscrire à nouveau dans une dimension éthique renouvelée ce qu'il entendait par métaphysique ou philosophie première. D'autres auteurs, comme Schelling ou Kierkegaard, avaient risqué, pour la différencier de la proté-philosophia aristotélicienne, l'idée d'une philosophie seconde.
L'usage donc du terme métaphysique par Janicot est d'autant plus léger que Jean-Luc Marion avait profondément réinterrogé le sens de ce terme dans son ouvrage consacré au prisme métaphysique de Descartes. Je vais encore ajouter une précision à propos de ce terme d'athéisme et de l'usage qu'en faisait Dominique Janicot. En rappelant ce que disait Heidegger dans ce que l'on nomme communément le Nathorp-Bericht, ce rapport rédigé fin 1922 par Heidegger, en réponse à une demande de Paul Nathorp, à la suite de sa candidature, celle de Heidegger à Marbourg en 1923. Un rapport qui avait été d'abord édité par Gadamer dans un numéro du Dilthey Harbour, sous le titre Interprétation phénoménologique d'Aristote, qui a été aujourd'hui réédité dans la petite bibliothèque Réclame et que j'avais traduit naguère en 1992. Ce rapport présentait quelque chose comme un état des lieux du programme de recherche du jeune Heidegger, candidat à Marbourg. On pouvait y lire, donc je cite Heidegger dans le rapport, à Torp. Si la philosophie n'est pas une occupation controuvée, qui se borne à emboîter le pas à la vie. La vie, c'est le terme qu'employait à l'époque Heidegger et qui deviendra le Dasein, hein, vie factitielle. C'est le prénom, si on peut dire, de ce que Heidegger dans un Insight et dans les cours ultérieurs de Marbourg nommera Dasein, analytique du Dasein. Donc je reprends la citation. Si la philosophie n'est pas une occupation controuvée qui se borne à emboîter le pas à la vie, en se consacrant à je ne sais quelle généralité, mais si, à titre de connaissance questionnante, c'est-à-dire à titre de recherche, elle n'est rien d'autre que l'accomplissement express et authentique de la tendance à l'explicitation des mobilités fondamentales de la vie, dans lesquelles il y va pour elle-même de son être même. On retrouve des formules qui seront reprises dans un Insight. Si la philosophie s'est décidée pour elle-même de manière radicale et claire à prendre en charge à partir d'elle-même et conformément à ses propres possibilités factitielles, la vie factitielle, c'est-à-dire si la philosophie est fondamentalement athée et le comprend, alors elle a choisi décidément et retenu pour soi comme son objet la vie factitielle eu égard à sa facticité. Je reprends la formule sur laquelle je vais m'interroger, la philosophie est fondamentalement athée. Voilà un point sur lequel Heidegger ne reviendra pas. Mais naturellement, l'adjectif ici n'a rien à voir avec son emploi positif ou militant chez Sartre. Comment comprendre? Une note dans ce même rapport explicite clairement la pensée de Heidegger. Athée, disait-il, non pas au sens d'une quelconque théorie, comme le matérialisme. Toute philosophie qui se comprend elle-même en ce qu'elle est doit nécessairement, en tant que modalité factitielle de l'explicitation de la vie, savoir, et cela précisément quand elle a quelques pressentiments de Dieu, elle doit savoir que l'arrachement par lequel elle reconduit la vie à elle-même, cet arrachement est, en termes religieux, une façon de se déclarer contre Dieu. De déclarer contre Dieu, le terme est très fort en allemand ici, Handaufhebung gegen Gott. Handaufhebung, ça veut dire lever la main, sinon le poing. Handaufhebung, ça se dit aussi au sens de voter à main levée, en déclarant ou en revendiquant expressément son vote ou sa prise de position. Donc si la philosophie est une façon de se déclarer contre Dieu, Heidegger poursuit, c'est par là seulement qu'elle demeure loyale devant Dieu, c'est-à-dire à la hauteur de la seule possibilité dont elle dispose. Athée signifie donc ici délivrée de toute préoccupation et de la tentation de simplement parler de religiosité. Il faut rappeler également peut-être que dans ces mêmes années 20, Heidegger déclarait encore
en 1925, dans son cours prolégomène à l'histoire du concept de temps, la recherche philosophique est et reste un athéisme. Mais ça signifie aussi, comme il le déclare dans une lettre très célèbre à Karl Leuwitz dans ces mêmes années, que Heidegger se présente comme un théologue. Il dit pas théologien, mais il dit théologue. On est bien loin ici de Michael Dufresne ou de Dominique Janicot. La philosophie est fondamentalement athée, c'est-à-dire elle ne se fonde pas sur des présupposés religieux. Et c'est en quoi elle est loyale devant Dieu. Je voudrais encore citer, à titre de conclusion de mon propos sur cette question de l'athéisme, ce passage de Heidegger tiré des Holzwege, le mot de Nietzsche, Dieu est mort, un passage qui s'appliquerait parfaitement à Sartre et au célèbre final de l'être et le néant, relatif à l'homme, dit Sartre, passion inutile. Je cite la fin de Être et néant. Ainsi, la passion de l'homme est-elle l'inverse de celle du Christ, car l'homme se perd en tant qu'homme pour que Dieu naisse, mais l'idée de Dieu est contradictoire et nous nous perdons en vain, l'homme est passion inutile. Voilà l'athéisme militant. Heidegger, qui vise pas Sartre, encore une fois, et je pense que ça s'applique bien à Sartre. En pensant grossièrement, dit Heidegger, on pourrait penser que Nietzsche met à la place de Dieu l'homme. Ceux qui ont pareil avis pensent bien peu divinement de Dieu. L'homme ne peut jamais se mettre à la place de Dieu parce que l'essence de l'homme n'atteint jamais au domaine de l'essence de Dieu. Mais au contraire, comparé à cette impossibilité, quelque chose de beaucoup plus inquiétant peut advenir, quelque chose dont nous avons à peine commencé à penser l'essence. J'ai consacré beaucoup de temps, trop sans doute, à cette mise en perspective chronologique de l'opuscule ou des opuscules de Janicot, sans m'engager dans ce que lui-même nomme dans le second petit volume le débat, censé faire suite à la partie polémique. Je ne m'y engagerai pas davantage dans ce qui suit pour deux raisons. La première, parce que dans la partie polémique, et même en faisant la part belle aux exigences du tableau consacré au mouvement des idées philosophiques en France dans les années 80, et donc en faisant la part belle à la contrainte d'un exposé très ramassé ou très synthétique, les quelques pages consacrées par Janicot à Lévinas et à son grand livre Totalité et Infini, ces quelques pages sont, disons par euphémisme, d'une extrême désinvolture. S'attacher par exemple, hors de tout contexte et sans jamais prendre en vue l'économie fort complexe du grand livre de 1961, s'attacher à quelques expressions tirées de la méditation que Lévinas consacre à la caresse, pour conclure, comme dit Janicot à propos de la phénoménologie de l'éros, pour conclure, cette phénoménologie se réduit à l'évocation édifiante et diaphane d'une caresse désincarnée et d'un érotisme de vitrail. Une citation. Il en va de même pour le grand livre de Michel Henry, livre assurément difficile et exigeant, publié en 1962. Il est trop expéditif, comme le fait Janicot, de réduire à un mouvement spirituel parfaitement identifiable, quoique assez secret, la pensée mystique de Maître Eckhart. Deuxièmement, parce que dans le premier volume, la controverse engagée par Janicot porte essentiellement sur le livre publié en 1989 par Jean-Luc Marion, Réduction et Donation, recherche sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie. Et dans l'opuscule suivant, en 1998, sur le livre de Marion de 97, Étant donné, essai d'une phénoménologie de la donation. En prétendant défendre la rigueur d'une méthode, c'est un des mots qui revient tout le temps dans les deux opuscules de Janicot, en prétendant défendre la rigueur d'une méthode phénoménologique, essentiellement référée à Husserl, le débat se fait beaucoup plus pointilliste. Je suis pas d'ailleurs persuadé que l'enjeu
en vaille la peine, dans la mesure où, comme le notait très justement Marion, dans les pages d'ouverture de Étant donné, paradoxalement intitulée Réponse préliminaire, pages dans lesquelles l'auteur revient sur certaines critiques ou objections formulées à l'égard du premier ouvrage phénoménologique de 89. Certaines de ces objections sont tout simplement, disait Marion, idéologiques. Le terme employé par Marion me paraît ici tout à fait pertinent. Je préfère donc m'intéresser à présent à une autre série de questions, sans arrière-pensée polémique cette fois, ou idéologique. Questions présentées dans un numéro spécial de la Revue de métaphysique et de morale en 1991, dans le fascicule 1. Je ne sais pas si ces questions et si ces réponses ont été traduites en italien. Elles le mériteraient certainement. Peut-être en appendice à un volume de Jean-Luc Marion. Je citerai quelques réponses et mises au point de Marion en les assortissant de commentaires. Donc, réponse aux questions posées dans la Revue de métaphysique et de morale en 91. Je laisse de côté la première série des interrogations qui portaient sur la cohérence des recherches de l'auteur entre ses travaux, disons, plus historiques, consacrés à Descartes et plus précisément encore au prisme métaphysique de Descartes, mais envisageant aussi les deux ouvrages majeurs, théologiques pour le coup, de Marion, L'idole et la distance, 1977, et Dieu sans lettres, 1982 d'autre part. Et en les confrontant aux enquêtes phénoménologiques, la première question donc portait sur un point de traduction absolument déterminant. Je cite la question brièvement, celle de savoir s'il est légitime de distinguer et d'opposer dans un horizon phénoménologique commun la réduction transcendantale de Husserl à la réduction au phénomène d'être de Heidegger et de passer à la troisième réduction, autant de réduction, autant de nations, disait Marion. Cette troisième réduction, telle que vous la proposez, ce passage reste peut-être problématique, demandait celui qui posait la question, sauf à jouer d'une certaine équivocité du terme même de donation, celle-là même qui conduit de la Selbstgegebenheit, l'autodonation, la donation en personne chez Husserl, à la constellation du Geben, de la Gabe et du Es gibt, la constellation du donner, du don et du cela donne, Es gibt. Cette première question est importante à plus d'un titre et elle va bien au-delà d'une simple difficulté terminologique. Il est en effet tout à fait remarquable de rappeler, et ça ne va pas du tout dans le sens de la polémique initiée par Janicot, que Jean-Luc Marion avait déjà expressément élaboré une belle et profonde réflexion, proprement théologique pour le coup, autour de la notion de donation dès son premier travail, L'idole et la distance, puis dans un chapitre central de Dieu sans lettres, publié en 82, chapitre intitulé La croisée de l'être. La croisée de l'être, c'est un jeu de mots en français, et ça renvoie aussi à la bifure en croix. La bifure en croix de Saint-André du mot être, sous la plume de Heidegger, en particulier dans son débat avec Junger. La croisée, je ne sais pas si ça marche en italien, la croisée, c'est aussi la croisée d'une fenêtre, hein, qu'on peut ouvrir. On ouvre la croisée. Ça renvoie aussi évidemment à la croix du Christ. Donc, la bifure en croix de Saint-André, la croisée d'une fenêtre qui s'ouvre sur l'extérieur et la croix du Christ. Donc, dans ce chapitre intitulé La croisée de l'être, Marion avait thématisé déjà cette notion centrale pour lui de donation. En discutant à partir de Denis l'Aréopagite et du commentaire donné par Thomas d'Aquin au traité des noms divins, la question que posait Marion était de savoir ce qu'il en est du nom de Dieu ou de sa possible nomination, en se référant non plus à l'Exode, Exode 3.14,
où Dieu se nomme sans se nommer, ego sum qui sum, dans la traduction de la Vulgate de Saint Jérôme. Mais donc Marion se référait non plus à cette nomination de l'Exode 3,14, mais à la première épître de Jean 4, Jean 4, 8, O Théos agapé esti, le Dieu est agapé, charité, si on veut. Et Marion de rappeler la riche tradition qui mettait en lumière la priorité du bien, du bonum ou de l'agathon sur l'être. Tradition représentée excellemment par Denis l'Aréopagite. Je cite Dieu sans l'être, l'être, autoto einai, l'être lui-même, l'être même, l'être ne se découvre qu'en se dispensant par un don, le don que requiert ainsi l'être même ne s'accomplit qu'en laissant se déceler en lui le geste d'une donation imprescriptible autant qu'indescriptible, qui reçoit nom dans la louange de bonté. La nomination ici s'entend au sens de l'hymne, de la louange, et non plus au sens du discours apophantique, du logos apophantikos, de ce que Heidegger nommera, enfin, évoquera à la fin de la conférence Temps et Être comme le discours propositionnel. Le discours propositionnel ne convient pas quand il s'agit de la nomination et de la parole qui porte sur le divin entendu comme agathon, bonum. Il faut un autre mode de discursivité, la louange, l'hymne ou la prière, si l'on veut. Le Dieu qui se révèle comme agapé en Jésus-Christ porte, dit Marion encore, un nom antérieur à l'être de l'étang. Ou encore, le don croise l'être étant, être barre oblique étant. Il le rencontre, c'est toujours Marion, il le rencontre et il le biffe d'une marque, il le rature d'une marque. Enfin, il l'ouvre, alors voilà l'image, comme on ouvre une croisée sur une instance qui reste indicible selon le langage de l'être. Le don ne s'expose point selon l'être étant, c'est-à-dire la différence ontologique. Le don ne s'expose point selon l'être étant, mais l'être étant se donne selon le don. Le nom délivre l'être étant. Fin de citation. Ce point conduit Marion à mettre en avant donc ce qu'il caractérise comme la préséance du don. La préséance du don sur la différence ontologique, la préséance du don sur l'être étant, la préséance du don sur l'auto-to einai. Et un peu plus loin, Marion précise encore, toujours dans Dieu sans l'être, Marion précise encore la précédence de l'être sur les étangs rend, alors ça c'est du Heidegger, la préséance de l'être sur les étangs, la différence ontologique, la différence de l'être sur les étangs renvoie elle-même à la préséance du don sur l'être. Donc enfin, de celui qui délivre le don sur l'être. Qui est-ce qui délivre le don sur l'être? Marion ne le dit pas ici, naturellement, expressément, il s'agit du Père. Il faudrait reprendre et prendre le temps de suivre pas à pas le développement de cette très riche analyse de Marion, qui emporte aussi une critique du Es-Gibt heideggerien, tel qu'il est thématisé, le Es-Gibt, notamment dans la conférence Temps et Être. Marion ajoute, sous forme de critique directe de Heidegger cette fois, entre le don donné et le don, entre le don donné et le donateur donnant, le donateur qui donne, la donation n'ouvre pas la
quadridimension de l'appropriation de l'Eragnich, je reviens sur ce point, mais elle préserve la distance. L'idole et la distance, c'est aussi un des, évidemment, thèmes du premier ouvrage très important de Jean-Luc Marion, qui date de 1977. Dans un autre ouvrage précisément intitulé, cette fois lui, La croisée de l'être, Marion reprend et approfondit sa critique de Heidegger. Entre le don donné et le donateur donnant, donc la donation n'ouvre pas la quadridimension de l'appropriation, mais préserve la distance. La donation parcourt la distance en ne cessant de renvoyer le donné à un donateur qui, le premier, dispense le donné comme tel, envoi destiné à un renvoi, c'est-à-dire destiné à un sujet qui perd son statut métaphysique de sujet et que Marion nommera, vous savez peut-être, l'adonné, celui qui se définit par la réception et l'acceptation du don. Quel est le donateur? Assurément, Heidegger ne répond pas à cette question quand il traite du Es gibt. Il lui faut laisser en suspens le donateur et l'idée même qu'il faille un donateur au Es gibt. Cela donne. Il est vrai, Marion le souligne à juste titre, que pour Heidegger, la question du Es, le sujet apparent de la proposition Es gibt, la question du Es ne se pose pas, ou plutôt ne se pose qu'à partir du genre de donation qui lui appartient. La donation, ou mieux le donner, dit Heidegger, comme rassemblement de la destination, la donation comme lichtendes Reichen, correction de éclaircissante, correction de la Lichtung, au sens du donner en tant que rassemblement de l'envoi. Je reviens sur ces difficultés. Distance-proximité. Distance née. Au fond, ça pourrait être résumé en deux termes, n'est-ce pas, le cœur du différent entre Marion d'un côté et Heidegger de l'autre, si on ose poser cette équation. Par-delà un simple problème de traduction, donc, que traduction du terme de Gegebenheit, ce à quoi s'en tenait Janicot, s'ouvre là une immense problématique que je ne peux pas suivre jusqu'au bout, ni même esquisser ici maintenant, celle du Es gibt, donc, cette thématique déjà esquissée par Heidegger dans un Unzeit, un peu en passant dans un Unzeit, mais reprise expressément dans la lettre sur l'humanisme, et traitée thématiquement dans la conférence de 1962, Temps et être, Zeit und Sein, ainsi que dans le protocole du séminaire consacré à cette conférence, en septembre 62. Selon le syntagme complexe, je pourrais presque l'écrire au tableau, je l'explicite, Es gibt, Tratino, Es gibt, das Sein, Es gibt, die Zeit. Le syntagme, donc, Es gibt, das Sein, Es gibt, die Zeit, avec le lexique complémentaire du Schenken, de la Schenkung en français. Alors, en français, c'est un jeu de mots très intéressant. Schenken, ça veut dire faire présent d'eux. Offrir un cadeau, hein. Faire présent d'eux, offrir un présent. Schenkung, c'est aussi le geste de faire don de quelque chose, de donner. On a là le lexique, n'est-ce pas, qui s'entrecroise du Schenken, geben, Schenken, schicken. Schicken, sens de destiné, rassemblé en un destin, en un envoi destinat. Dès la lettre sur l'humanisme, on pouvait lire en effet ceci. Vous avez une bonne traduction de la lettre sur l'humanisme par le regretté Franco Volpi. Dans Être et temps,
c'est à dessein et prudemment qu'il est dit, alors Heidegger ici, qui s'adresse à un Français, Jean Beaufret, n'est-ce pas, utilise aussi du français, hein. C'est à dessein qu'il est dit, il y a l'être, es gibt das Sein. Mais, poursuit Heidegger, le il y a traduit le es gibt de façon tout à fait inexacte. Il y a cette chi, 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 C'è. che. Hein. Le che, ou le il y a, traduit donc de façon tout à fait inexacte le es gibt, car le S qui donne, gibt, c'est l'être même. Le gibt, donne, nomme l'essence, le déploiement en essence de l'être, l'essence donnante, gebende Wesen, l'essence donnante de l'être, l'essence de l'être qui donne ou qui accorde, qui procure sa vérité. Le se donner dans l'ouvert, au moyen de cet ouvert, se donner dans l'ouvert, au moyen de cet ouvert, c'est l'être même. Fin de citation de la lettre sur l'humanisme. Derrida, dans un séminaire de 1991, intitulé « Donner le temps de ». Je reviendrai sur ce séminaire. Derrida, dans ce séminaire, donc, caractérisait fort bien cet emploi du es gibt dans Ein und Zeit selon deux versants. Négativement, disait Derrida, il s'agissait d'éviter, pour Heidegger avec cette formule, la grammaire métaphysique qui fait de son sujet, de ceci, le S, hein, qui fait de son sujet, de ceci qui est un étant. Das Sein ist, etc. Donc, Heidegger emploie le es gibt. C'est une démarche précautionneuse et négative. Mais deuxièmement, et positivement cette fois, il s'agissait, soulignait à juste titre Derrida, il s'agissait de thématiser, avec cette formule es gibt das Sein, de thématiser le don. De thématiser, disait très pertinemment Derrida, la signification dative du gibt, du don, du donner. Dans la lettre, encore, Heidegger explicitait clairement ce versant négatif ou critique du es gibt en ces termes, que le est en italien, EST en français, hein, que le est soit dit de l'être sans explicitation plus attentive, alors l'être se trouve représenté trop facilement comme un étant, à la façon de l'étant bien connu qui opère comme cause et qui est opéré comme effet. Donc on ne saurait dire sans péril extrême de mécompréhension de l'être qu'il est. Et dans la lettre, Heidegger va jusqu'à écrire es, das Sein, sich gibt. L'être, enfin, cela, l'être se donne. On peut sans doute, je suis ici l'analyse de Derrida d'en donner le temps d'eux, mettre en parallèle cette nouvelle syntaxe et celle que on peut lire aussi dans Unterweg zur Sprache, acheminement vers la parole, à propos du mot Wort. L'expérience poétique, alors je cite là acheminement vers la parole, l'expérience poétique montre quelque chose qu'il y a et qui pourtant n'est pas. À ce qu'il y a, es gibt, hein, appartient aussi le mot. À propos du mot, il faut aussi dire es gibt. De lui, on ne doit pas dire du mot il est, mais es gibt. Et cela non pas au sens où es Wort gibt, il y a des mots, il y a des paroles, il y a des termes, par exemple dans le dictionnaire, hein, mais au sens où das Wort selber gibt, au sens où le mot lui-même donne, au sens où, Heidegger dit ça avec deux petits points, das Wort, deux points, das Gebende, le mot, le donnant, le mot donateur. Donnant quoi? À suivre l'expérience la plus ancienne et l'expérience poétique, pardon, et la plus ancienne tradition de la pensée, le mot donne l'être. Alors nous aurions, en pensant dans ce es gibt, à chercher le mot comme le donnant lui-même et jamais comme le donné.
qui donne, fin de citation, hein, qui donne l'être, le temps, le mot. Dans la lettre et ailleurs, ce qui se donne alors se retire, précise Heidegger, se retire en se donnant, retire cela même qu'il donne, mais ce retrait n'a rien de négatif. Il tient à ceci que ce qui est donné ou le don qui se donne n'est pas quelque chose d'étant, et que le retrait, un certain retrait et une certaine dissimulation forment le mouvement même du es gibt, ça donne. Et plus loin, Heidegger encore, l'être vient à son Geschick, à son envoi destinal, en ceci que es Dasein sich gibt, même formule que tout à l'heure, cela veut dire penser à la mesure de l'envoi destinal, Heidegger poursuit, il se donne et il se refuse à la fois. Qu'en est-il de ce soumal, à la fois, en même temps? Qu'en est-il de la temporalisation historiale qu'indique la chaîne ou la série, Geschick, rassemblement destinal d'un envoi, schenken, faire présent d'eux, faire don d'eux, donner, faire schenken, faire don, Geschenk, le don donné, le présent offert et Geschichte. Heidegger précise ici, depuis être étant jusqu'à acheminement vers la parole, quelque chose comme une formalisation de la signification dative du es gibt en direction de la donation, celle-là même à quoi s'est ensuite attaché Jean-Luc Marion quand il écrit par exemple dans un autre ouvrage intitulé Certitude négative, je ne sais pas s'il est traduit en italien, oui, tant mieux, quand Marion dit cette fois, parle de l'inconditionné ou de la force du don. Dans ce sous-chapitre, Marion évoque la possibilité de réduire le don à la donation, réduire le don à la donation, reconduire le don à cette donation qui donne en se retirant. Dans la conférence absolument décisive pour mon propos, Temps et être, on pouvait lire un donné qui ne donne que son don, que sa donation, mais se retient et se retire. Un tel donné, nous le nommons un envoi, schicken. Ce retrait du donné ne fait qu'un avec le don. Pour donner, le donateur doit se retirer du don en faveur du don, zugunsten der Gabe. L'analyse de Marion est ici très importante car elle modifie et complète un peu étant donné, ou davantage encore ce que Marion lui-même disait dans Dieu sans l'être. Marion reprend donc ce passage de Heidegger pour le critiquer. Le es gibt, parce qu'il donne et dispense être étant, ne peut ni ne doit se donner lui-même. Le donné ne peut se redoubler, dit Marion. Il diffère de lui-même en un autre sens que ce que nommait la différence ontologique. Heidegger parle ici de Unterschied, le différent, le différencier à partir de lui-même. Ce qui diffère ainsi, Heidegger le nomme alors Austrag. Et je cite ici le texte difficile dans la traduction que propose Marion dans Certitude négative. L'être se montre comme la survenue découvrante, als entbergende Überkommnis, la survenue découvrante. L'étant apparaît comme tel sur le mode de l'arrivée qui se couvre dans le découvrement. Erscheint, c'est comme ça que Marion traduit le passage difficile en allemand. Erscheint in der Weise der, in der Unverborgenheit, sich bergende Ankunft. La différence de l'être et de l'étant est le différent de la survenue avec l'arrivée. Überkommnis, Ankunft. Et Marion commente, il appartient au don donné de spontanément dissimuler la donation en lui, mais il est permis de poser la question de savoir, c'est moi qui reprends la parole,
dans quelle mesure Marion prend véritablement en compte la formalisation heideggerienne, c'est-à-dire la dimension dative, comme disait justement Derrida, du es gibt. C'est aussi cette très riche constellation du Geben es gibt qui reconduit, comme l'indique Heidegger dans la conférence de 62, cette constellation du Geben es gibt qui reconduit à l'Ereignis. Je cite ici un passage tiré de Temps et Être. La conférence intitulée Temps et Être s'enquiert tout d'abord du propre de l'être et ensuite du propre du temps. Par là se montre que être aussi bien que temps ne sont pas. Le es gibt est de prime abord explicité en regard du donné et ainsi en regard du es qui donne, du cela qui donne. Bref, la conférence part de être et temps, passant par le propos de temps et être jusqu'au es qui donne, et de celui-ci, le es qui donne, jusqu'à l'Ereignis. Faut dire les choses trop vite et trop brutalement, n'est-ce pas? Ma question en retour adressée à Marion serait celle-ci. Dans quelle mesure, dans sa répétition critique des analyses heideggeriennes du don, du donné, du ça donne, dans quelle mesure Marion prend véritablement en compte ce dernier passage du es jusqu'à l'Ereignis. Je note, en l'évoquant beaucoup trop vite, c'est un point, une difficulté à développer, que c'est ce passage du es gibt à l'Ereignis que refusera Marion, tout comme il refuse et critique la neutralité du es gibt, dont étant donné, mais déjà dans Dieu sans l'être. Marion tranche assez abruptement en disant que l'Ereignis est un recouvrement. C'est aussi cette constellation que Derrida analysait très soigneusement, cette constellation du temps, de l'être, du sadon et de l'Ereignis, cette constellation que Derrida analysait très soigneusement dans un séminaire présenté à l'École normale supérieure en 1977-1978, séminaire que j'ai eu la chance de suivre, sous l'intitulé exact « Donner, trattino, donner le temps ». Donner le temps 1. Il y a un donner le temps 2 qui est paru plus tard. Ce tiret est important, donner le temps. Alors, est important à deux titres. Je rappelle, c'est un peu anecdotique, mais c'est pas sans intérêt, que cette année 1977-1978, quand Derrida tenait son séminaire à l'École normale supérieure, il le faisait aussi en écho au programme de l'agrégation de philosophie de cette année-là, qui avait comme texte à l'oral le fameux essai de Mauss sur le don, et qui avait comme thème général de l'écrit de l'agrégation le temps. Donc, donner le temps, ça permettait à Derrida de traiter de deux aspects du programme de l'agrégation. Naturellement, c'est anecdotique et c'est insuffisant, mais il est important de souligner le tiret, n'est-ce pas? Il s'agissait pas simplement de la formule donner le temps comme donner quelque chose, mais d'interroger le don, le donner, et de l'autre côté, le temps, la temporalité. Dans ce séminaire, que j'ai eu l'honneur de suivre, encore une fois, Derrida annonçait une suite qui n'était pas parue avant avril 2021, sous le titre « Donner le temps 2 ». Cette suite, c'est le prolongement du séminaire que Heidegger aura ensuite donné à l'université de Chicago.
en 1991, donc cours à l'école normale, puis séminaire à Chicago en 91. Aujourd'hui publié dans un volume passionnant qui s'appelle Donner le temps de, avec toujours le tiret. Je ferme cette parenthèse et je reviens à la formule de Marion, les Ragnis comme recouvrement. La méditation heideggerienne me semble assez différente quand Heidegger demande à partir du Es gibt die Zeit, quand Heidegger demande mais d'où se déterminent les trois dimensions du temps véritable, eigentliche Zeit, c'est-à-dire l'unité des trois modes jouant les uns dans les autres, les trois modes de l'offre. Alors l'offre ici, c'est une traduction du terme difficile en allemand, Reichen. Reichen, ça veut dire présenter, offrir, tendre pour donner. Dans le dictionnaire de Grimm, on trouve le latin porrigere, d'où la non-traduction française, la porrection. La porrection, c'est un décalque, en français, ça veut rien dire, porrection. En italien, vous avez, je crois, tendere, protendere, porgere, offrire, dare, qui rendent le Reich. Le latin dit dextram porrigere, tendre la main droite, porgere la destra. Le terme latin porrigere, ça signifie aussi s'étendre spatialement. S'étendre, donner, mais aussi s'étendre dans l'espace. Donc je reprends, fermant la parenthèse sur le mot Reichen. Heidegger demande d'où se détermine l'unité des trois dimensions, l'unité des trois modes qui jouant les uns dans les autres, de ce Reichen, de cette offre qui porte et apporte à chaque fois une manière propre d'avancer dans l'être. Avancer dans l'être, Anwesen, poursuis encore un instant la conférence, une citation de la conférence de 62. Avancer dans l'être aussi bien dans le survenir, Ankommen, du non encore présent, que de l'avoir été, gewesen, que de l'avoir été de ce qui n'est plus présent, et même dans le présent lui-même, joue à chaque fois un genre d'afflux et d'apport, Eingang und Einbringen, autrement dit d'Anwesen, c'est-à-dire de déploiement en présence. Déploiement en présence ici avec ces dimensions de l'avoir été et du survenir, Ankommen, Ankunft. Ce déploiement en présence ne s'entend plus évidemment au sens vulgaire, si je puis dire, ordinaire du présent, présent de la présence. L'Anwesen ne relève ici d'aucune des trois dimensions du temps. Présent, passé, avenir. Heidegger rajoute, l'unité des trois dimensions temporelles repose dans le jeu par lequel chacun se tient et se tend pour l'autre. Cela signifie, c'est une glose pour l'allemand qui est très difficile. L'unité des trois dimensions repose dans un Zuspiel jeder für jede Dimension. Zuspiel, rendu par le jeu par lequel chacun se tient et se tend. Zuspiel, ça signifie aussi la passe, au sens très trivial de faire la passe, par exemple en jouant au foot. On fait une passe. On dit Zuspiel en allemand. Ce qui ouvre ainsi ces trois dimensions du temps qui les fait jouer ensemble. Voilà ce que Heidegger nomme le quadridimensionnel. Il y a les trois dimensions du temps, puis il y a ce quadridimensionnel qui est le Zuspiel, qui tient ensemble et qui fait passer l'une dans l'autre ces trois dimensions.
ce quadridimensionnel qui est caractérisé par Heidegger comme die eigentliche Zeit, le temps proprement dit, le temps véritable. C'est ce jeu, Spiel, Zuspiel, cette quatrième dimension, cette quadridimensionnalité qui met en jeu ce qui s'appelait encore en 1927 les trois extases du temps. C'est de ce jeu qui est en réalité la première ou la dimension primordiale qui, dit Heidegger, détermine et accorde tout. Si on examine encore une fois la formule « Es gibt die Zeit », il est assurément légitime de mettre en relief un donné qui donne le temps. Ça donne le temps. Mais peut-être on peut risquer, c'est ce que je voudrais risquer pour terminer, une espèce de distorsion syntaxique. Es gibt, Latino, die Zeit. Ça donne un personnel, neutrale tantum, comme l'indique Heidegger un peu plus loin. Ça donne quoi ou qui? Réponse possible, le temps. Entendu comme le sujet de l'énoncé. Le temps au sens du quadridimensionnel ou du eigentliche Zeit, le temps véritable, le temps proprement dit. Donc je reprends. Hein. J'entends le Es gibt die Zeit, non pas comme ça donne quoi? Le temps, mais comme ça donne. Qu'est-ce qui donne? Die Zeit. Il me semble qu'avec le tiret, soigneusement inscrit par Heidegger ici, il n'est pas totalement impossible, même si c'est relativement une distorsion par rapport à la grammaire. Hein, il me semble qu'il n'est pas tout à fait impossible d'entendre le Es gibt die Zeit. C'est le temps qui donne le, enfin qui est au principe du Es gibt. Le temps comme quadridimensionnel, pas comme une des extases du temps. Ce donné, donc, dans le Es gibt Zeit, c'est aussi, je l'ai noté plus haut, ce qui se montre comme Schicken, comme Geschick, comme rassemblement de tous les envois, l'envoi de ce qui s'avance dans la présence en ces métamorphoses épocales, l'envoi de ce qui s'avance dans la présence en ces métamorphoses épocales. Tiret, c'est moi qui ajoute ça, tiret, point d'interrogation, l'alliance. Est-ce qu'on peut, sans blasphème, réinterroger cet envoi décinal comme une métamorphose, disons, de ce que dans un autre horizon, celui de l'ancienne et de la nouvelle alliance, on appelle l'alliance. Beaucoup de points d'interrogation ici. Que le S impersonnel s'éclaire comme temps, c'est peut-être ce qui est indiqué expressément un peu plus loin, sous la plume de Heidegger, quand il dit Somit erscheint die eigentliche Zeit als das Es, das wir nennen im Sagen, es gibt sein. Ainsi apparaît le temps véritable comme le cela, le Es, que nous nommons quand nous disons es gibt Zeit. Le temps véritable apparaîtrait ainsi comme le ça que nous nommons en disant il y a être. Le temps est donc tout ensemble le don donné à Gabe, mais ce don donné renvoie peut-être à une archidonation, celle du Es gibt, die Gabe eines Es gibt, le don d'un ça donne. Le ça demeurant, Heidegger le dit lui-même, essentiellement rätselhaft, énigmatique. Assurément, il n'y a pas de mot de l'énigme. Mais il importe de souligner que Heidegger indique cependant, toujours dans cette conférence, dans les êtres, le S, le ça qui régit le Es gibt sein, Es gibt sein, Es gibt Zeit, s'atteste comme Ereignis. Le S s'atteste comme Ereignis. Ce qui accorde temps et être en ce qu'ils sont de plus propre dans leur coappartenance
nous pouvons le nommer Ereignis, dit Heidegger. Cet Ereignis qui approprie temps et être. S'il est neutrale, tantum, je reviendrai sur ce terme demain, il s'entend aussi au sens du syncatégorème et neutre dans l'intitulé Zeit und sein, être et temps. Je me suis arrêté un moment sur cette question très difficile, à peine effleurée, du temps et de l'être dans leur rapport au don. Car assez curieusement, me semble-t-il, Jean-Luc Marion, dans son débat très serré avec Heidegger relativement à la question du don ou de la donation, n'aborde pas directement ou frontalement la question du temps. Ou mieux et plus précisément, celle du et de la formule temps et être. Celle de ce petit mot, on appelle ça un syncatégorème, le et, dépourvu de signification quand il est employé seul, mais qui pourrait faire signe vers l'énigme du donner et de l'Ereignis, le temps et être. Tout se jouerait peut-être, encore une fois, avec beaucoup de prudence, dans ce syncatégorème et, temps et être, sein, Zeit und sein. Dans tous les cas, et pour en revenir au travail de Marion, je tenais à souligner que cette analyse du don, en 1982, précède de 7 ans l'enquête phénoménologique de réduction et donation, et ignore de facto, Marion aurait pu suivre le séminaire de 77-78, mais il ne l'a pas fait, ignore de facto donc le travail de Jacques Derrida autour du donner le temps. C'est plus tard que Marion prendra en compte ce travail de Derrida. Tout ceci rappelé non pas pour suggérer en quoi que ce soit que Jean-Luc Marion aurait transposé ou plaqué son analyse théologique du don et de la donation dans sa recherche, dans sa lecture des recherches logiques. C'est ça c'était l'hypothèse polémique et idéologique de Janicot. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux souligner, au contraire, c'est que Marion, travaillant de manière plus approfondie en phénoménologie, dans les années qui suivent Dieu sans l'être, a pu découvrir avec émerveillement la fécondité de ses propres analyses, à lui, Jean-Luc Marion, consacrées au nom divin, pour l'interprétation de la phénoménologie husserlienne. La cellule germinative de réduction et donation, d'ailleurs, est un article paru dans la revue Philosophie dès avril et septembre 1984. Je conclurai en citant à nouveau la réponse de Marion aux questions de la revue de métaphysique et de morale. Je cite Marion ici donc. L'ambiguïté même de la donation justifie et demande qu'elle y devienne le terme d'une interrogation radicale. Pourquoi la phénoménologie ne cesse-t-elle d'y renvoyer sans jamais vraiment la penser comme telle, ni se penser à partir d'elle? Mon entreprise, moi Marion, mon entreprise consiste d'abord à poser cette question et ensuite à suggérer une thèse. La réduction, l'acte instituant la phénoménologie, suppose la donation et y reconduit. Mieux, dans son fond, c'est la réduction qui reste équivoque, d'où la nécessité pour Husserl de la répéter et de la redéfinir sans cesse, et pour tous les autres phénoménologues de la spécifier, de la déplacer ou de la détruire. C'est la donation qui, au moins comme point focal, l'unifie à partir de son originelle simplicité. Je poursuis la citation. Il en va de même pour Jacques Derrida, à partir de Glas, et même auparavant dans Psyché, Psyché, Invention de l'autre. En guise de commentaire sur ce point, qu'on nous permette de remarque, alors ça c'est toujours Marion, d'abord que Jacques Derrida, en discutant plusieurs des thèses avancées par l'idole et la distance, puis Dieu sans l'être, dans Comment ne pas parler, la conférence que Derrida a donnée à Jérusalem, donc Derrida, dans Comment ne pas parler, a confirmé l'essentiel de leur décision, les miennes, et surtout leur statut, les divergences dans la réponse, ici moins que la reconnaissance commune de la question, ensuite que nul n'a plus fermement que Jacques Derrida définit par avance la question qui occupe réduction et donation. Marion cite, alors Derrida citant Heidegger,
avant de commenter la formule. Donc ça, c'est Derrida citant Heidegger. Es gibt die Zeit, es gibt das Sein. Il ne s'agit pas de renverser une priorité ou un ordre logique et de dire que le don précède l'être, mais la pensée du don ouvre l'espace dans lequel l'être et le temps se donnent et se donnent à penser. Fin de la citation de Derrida dans Psyché. C'est dans cette même note que Derrida renvoyait depuis Jérusalem, donc au séminaire de l'École normale supérieure, Donner le temps. Et Derrida ajoutait encore, ce qui ouvre un vaste programme de recherche derridienne. Je ne peux aborder ici ces questions. Donc, Derrida parle à Jérusalem, dans la conférence Comment ne pas parler. Je ne peux aborder ici ces questions auxquelles j'avais consacré dans les années 70 un séminaire à l'École normale supérieure et à l'Université de Yale, Donner le temps, qui oriente expressément tous les textes que j'ai publiés depuis 1972 environ. Fin de citation. Et Marion, à nouveau, sans doute est-il juste que pour Heidegger, il ne s'agit pas de renverser une priorité, mais c'est cela même qui limite son avancée dans la phénoménologie. L'horizon de l'être peut faire écran à la figure ultime de la donation. Fin de la citation. Ma dernière question serait celle-ci que je laisse ouverte. Qu'en est-il du temps comme horizon de l'être chez Heidegger? Est-ce que cet horizon est véritablement pris en compte dans la reprise critique que fait Marion? Qu'en est-il de l'être barré d'une croix de Saint-André chez Heidegger, du Sein avec un Y? Qu'en est-il de l'abandon express de la différence ontologique par Heidegger? Comment interroger à nouveau frais, eu égard au don et à la donation, la logique, entre guillemets, le mot logique, de l'Ereignis? Voilà, je terminerai sur ces questions difficiles. Et je vous remercie. Merci.